Bonjour à tous. Donc effectivement, avant d'aller voir les rugbyman, vous êtes obligés de nous écouter un petit peu. Donc on va s'intéresser à ces difficultés de diagnostic et de prise en charge. On a pris plusieurs je dirais, situations. Moi, je vais vous exposer celle du ventricule gauche un peu trop hypertrophié. C'est une situation qui n'est pas quotidienne, mais c'est fréquent de se demander est-ce que notre sujet a une cardiomyopathie hypertrophique ou un cœur d'athlète. Et vous savez que, effectivement, le cœur d'athlète, donc ces modifications morphologiques et fonctionnelles liées à la pratique sportive, généralement la pratique sportive intense, eh bien, peuvent simuler différentes cardiopathies, que ce soit la cardiomyopathie hypertrophique, la cardiopathie dilatée, l'hypertrabeculation ou la dysplasie rythmogène du ventricule droit. Donc il y a des espèces de zones grises, de zones intermédiaires, ces petites zones-là où on peut se poser légitimement la question, avec des conséquences qui ne vont pas être du tout les mêmes sur la pratique sportive et sur le pronostic. Alors l'hypertrophie ventriculaire gauche, elle est définie comme une augmentation de la masse du ventricule gauche, secondaire soit à un processus physiologique, généralement l'exercice, mais ça peut être aussi la grossesse, on en parlait à l'instant, ou alors des processus pathologiques, généralement génétiques, qui vont amener à une augmentation de la masse du myocarde. Alors, si en échographie, on s'intéresse surtout à l'évolution des épaisseurs pariétales, je dirais que la composition cellulaire de cette augmentation de la masse n'est pas du tout la même chose dans l'hypertrophie pathologique et dans l'hypertrophie physiologique, et ça, on peut commencer à y avoir accès avec l'IRM. Alors, très rapidement, parce que c'est connu, mais vous savez que l'hypertrophie ventriculaire gauche chez l'athlète entraîné, c'est pas rare, c'est pas hyper fréquent, mais c'est pas rare. Vous avez là l'évolution, je dirais la répartition des épaisseurs pariétales chez les athlètes masculins, ici tout en haut, et vous voyez que quand même peu d'athlètes, entre 1 et 2%, ont des épaisseurs pariétales, alors que ce sont des athlètes de haut niveau, au-delà de 13 mm. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant à connaître. C'est beaucoup plus fréquent chez les sujets afro-caribéens, donc il y a des modifications ethniques évidentes dans le cœur d'athlète qui doivent amener à prendre cette caractéristique physiologique en compte lorsqu'on a un sujet devant nous. Autre chose intéressante, c'est que chez la femme, on n'a normalement pas d'hypertrophie ventriculaire gauche, même lorsqu'on est une athlète de haut niveau, et on n'a jamais décrit d'hypertrophie ventriculaire gauche au-delà de 12 mm chez les femmes. Alors comment avancer ? Souvent, on a une intuition, mais les sportifs ne vont pas se contenter d'une intuition et il va falloir argumenter. Alors, il y a tout un tas de choses. Il n'y a pas un élément qui va nous permettre de dire oui, c'est une cardiomyopathie hypertrophique. En tout cas, c'est assez rare. La plupart du temps, c'est une compilation de différentes choses qui vont vous amener à pencher plutôt pour l'un ou plutôt pour l'autre. Alors, la première chose, c'est le contexte. Le sujet, le sportif que vous avez en face de vous. Vous avez vu, c'est quand même assez rare, même chez des sportifs de haut niveau, à haut niveau d'intensité d'entraînement. Donc, il est important de voir qui vous avez en face de vous. Normalement, quelqu'un qui fait 1 heure de jogging ou de vélo par semaine n'a aucune raison d'avoir des modifications entraînant un cœur d'athlète. Alors, ces limites, elles sont complètement arbitraires. On met toujours les mêmes. On n'a pas, je dirais, de données scientifiques là-dessus. Ça veut simplement dire qu'il faut s'entraîner quand même à relativement haute intensité depuis relativement longtemps pour penser qu'on peut avoir des modifications liées à la pratique sportive. Après, il va falloir s'intéresser au type de sport. Le cœur, c'est un muscle qui se remodèle dans un sens comme dans l'autre, de façon assez rapide finalement, et qui va réagir à différentes contraintes. Et vous savez que par rapport à un sujet sédentaire, un sujet qui s'entraîne en endurance ou un sujet qui s'entraîne plutôt avec des sports dits en résistance, eh bien, ne va pas avoir les mêmes modifications morphologiques, avec typiquement chez l'athlète d'endurance une hypertrophie ventriculaire gauche plutôt excentrique, avec une dilatation du VG, alors que chez l'athlète plutôt en résistance, on peut avoir une augmentation des épaisseurs pariétales, mais associée à un petit ventricule gauche. Donc le type de sport est important à prendre en compte lorsque vous avez un sujet devant vous. Avec cette classique classification, et vous savez que les cœurs d'athlètes, on les observe surtout, les gros cœurs d'athlètes, dans ces sports de type 3C, c'est-à-dire à haute composante dynamique et statique. Aucune raison d'avoir des modifications de cœur d'athlète lorsqu'on ne pratique que des sports de type 1A.
Ensuite, il faut avoir une mesure objective des performances. Si vous avez un remodelage physiologique, c'est que vous vous entraînez beaucoup. Si vous vous entraînez beaucoup, normalement, il devrait y avoir des résultats. Et donc, vous devez être relativement performant. Alors là, ce que vous avez ici, c'est l'évolution des performances sous forme de VO2 max, donc de la consommation maximale d'oxygène, en fonction de la masse ventriculaire gauche. Et vous voyez que lorsqu'on s'entraîne, et plus la masse ventriculaire gauche augmente, plus les performances augmentent. Vous avez là l'évolution du cœur, et il n'y a pas d'effet de loupe, hein, c'est vraiment un cœur de sédentaire, et ici un cœur d'athlète en endurance très entraîné. Vous voyez qu'on a des modifications qui sont majeures, mais qui rentrent dans une modification globale associée à une augmentation des performances, et ça c'est tout à fait physiologique. Alors, ce n'est pas toujours aussi évident que ça, puisque là, vous avez une série de plus de 150 sujets qui ont une véritable cardiomyopathie hypertrophique et qui ont des performances à l'effort qui sont très variables. La première chose, c'est que vous voyez, vous pouvez avoir quelques véritables cardiomyopathies hypertrophiques qui ont un très bon niveau de performance, avec des pics de VO2 qui sont à plus de 50 millilitres minute kilo. Évidemment, ce ne sont pas des cardiomyopathies hypertrophiques avec des grosses HVG, mais malgré tout, le niveau de performance peut être très bon chez une véritable CMH. Et lorsqu'on s'intéresse à la limitation à l'exercice des cardiomyopathies hypertrophiques, vous voyez qu'on a tout un tas de choses que l'on ne voit normalement pas chez l'athlète, et en particulier l'incompétence chronotrope, vous voyez, qui est classique et qui est quelque chose de classiquement retrouvé plus dans la cardiomyopathie hypertrophique que dans la HVG. Vous voyez qu'on a aussi, chez les CMH, on peut avoir un haut niveau de performance et pas du tout d'insuffisance chronotrope. Donc encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas à prendre pour argent comptant. Ensuite, vous avez l'électrocardiogramme, l'aspect électrocardiographique. Évidemment, lorsqu'on a un aspect typique avec des ondes T négatives, un petit peu diffuses comme ça, comme chez ce footballeur professionnel ou chez ce poloïste, il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsque c'est associé, même avec un remodelage qui est minime, on est quand même assez confiant pour se dire que c'est une cardiomyopathie hypertrophique. Alors, ces modifications électrocardiographiques, elles peuvent être éventuellement assez précoces et dans une série qui est assez intéressante, c'est quelque chose qui est assez facile chez les sujets qui sont porteurs de gènes de cardiomyopathie hypertrophique, comme on en voit assez régulièrement maintenant qu'il y a un dépistage génétique. Lorsque vous avez des anomalies électrocardiographiques, on peut, même si c'est la seule expression phénotypique, se poser la question de savoir si c'est véritablement pas une CMH et qui va se développer plus tard. Par contre, lorsque l'électrocardiogramme est strictement normal, on n'a aucune restriction et on est assez confiant sur l'évolution. Alors, sur le plan échocardiographique, on ne va pas tout revoir, mais c'est évidemment un élément majeur du diagnostic, avec une relation qui est assez facile, je dirais, à voir. Lorsque vous avez une augmentation de la masse ventriculaire gauche, chez un sportif entraîné en endurance, vous avez une évolution quasiment parallèle du volume ventriculaire gauche. Donc on a vraiment une dilatation harmonieuse avec une HVG. La pente, elle est de 1, donc c'est assez facile. 200 millilitres de volume télédiastolique ventriculaire gauche, 200 grammes de masse VG, c'est assez facile à retenir. Les CMH, généralement, eh bien, ont un ventricule de plus faible volume avec une masse VG qui est plus importante. Alors il y a d'autres paramètres. Bon, là, je passe sur la dilatation harmonieuse du ventricule gauche. Il y a d'autres paramètres échographiques, en particulier la vitesse de l'onde E' à l'anomitrale. Et vous voyez qu'en dessous de 12 cm par seconde, généralement, c'est une cardiomyopathie hypertrophique. Au-delà, on ne va pas avoir de choses particulières. Alors évidemment, il n'y a pas de SAM, pas d'obstruction dans le cœur d'athlète. Et retenez qu'il y a aussi quand même une variabilité avec l'entraînement qui est importante dans certains paramètres. Alors à l'échographie d'effort, eh bien, il y a des choses qui peuvent être plutôt en faveur d'un remodelage pathologique, d'un remodelage physiologique. On a déjà parlé de la capacité d'effort. Le profil tensionnel est strictement normal dans le remodelage physiologique. Il peut être anormal dans 25% des remodelages pathologiques. On peut avoir une obstruction dynamique, c'est fréquent dans le remodelage pathologique, c'est rare, on ne connaît pas vraiment sa signification, mais ça a été décrit dans certains véritables cœurs d'athlètes. Alors l'IRM, je vais passer très rapidement, on en a parlé ce matin, mais évidemment, ça va être un élément majeur du diagnostic. Je vous disais que ce n'était pas la même composition cellulaire entre un remodelage physiologique et un remodelage pathologique, donc l'IRM va peut-être pouvoir apporter des solutions.
en particulier avec la mesure du volume extracellulaire, comme nous en a parlé ce matin notre collègue bordelaise. Donc c'est un élément effectivement important de la différence. Après, il y a les effets du désentraînement. C'est quelque chose dont on parle toujours, le détraining. Alors, par expérience, c'est quand même super difficile à obtenir un désentraînement chez les athlètes de haut niveau. Mais si c'est une modification physiologique liée à l'augmentation des charges, des conditions de charge, eh bien, c'est un phénomène qui doit être réversible, en particulier sur les épaisseurs pariétales, aussi bien avec des modifications reverses sur l'électrocardiogramme, mais aussi sur l'échographie. Et vous voyez qu'en 3 mois, on peut obtenir, alors il y a très peu de publications, vous voyez, n égale 6, on peut obtenir des diminutions des épaisseurs de 2 à 5 mm, mais c'est quand même assez difficile, avec dans cette publication quelque chose de quasi caricatural. En 3 mois, vous voyez l'aspect électrocardiographique très suspect d'une cardiomyopathie hypertrophique avec un septum et des épaisseurs pariétales à 14 mm, qui après 3 mois, normalisation de l'électrocardiogramme, et des épaisseurs pariétales redevenues plus normales. Alors, la génétique, évidemment, ça peut apporter un élément positif, surtout lorsque vous avez un gène connu pour être un gène de cardiomyopathie hypertrophique. Par contre, lorsque vous n'avez pas de modification génétique ou de gène identifié, cela ne va pas vous aider dans le diagnostic. De façon beaucoup plus importante aussi, c'est l'évolution. Tous ces gens qui ont des formes un petit peu borderline, il faut bien sûr les surveiller sur le plan clinique, électrocardiographique, échographique, et parfois il y a des événements qui peuvent quand même douter. On en discutait avec quelques collègues là d'un jeune rugbyman pour lequel on a toujours posé la question d'une cardiomyopathie hypertrophique, qui n'a aucun élément, je dirais pas tant pour dire que c'est une vraie CMH, qu'on laisse jouer depuis des années à un niveau régional, mais qui est même allé plus haut pour ceux qui le connaissent, et qui a récemment fait un accident vasculaire cérébral, pour lequel on n'a pas mis en évidence de troubles du rythme, mais qui laisse quand même penser qu'il a peut-être quand même plutôt une cardiomyopathie hypertrophique qu'un cœur d'athlète. Donc en conclusion, c'est une véritable enquête policière que vous devez faire lorsque vous avez des épaisseurs pariétales un petit peu limites. Il y a effectivement, je dirais, l'histoire, mais vous devez accumuler tout un tas de paramètres, que ce soit électrocardiographiques, échographiques, par IRM, des données d'exercice, pour pencher vers l'un ou l'autre des remodelages, donc physiologiques ou pathologiques, sachant que vous pouvez ne pas avoir la solution immédiatement, et ça nécessite du coup d'avoir un suivi absolument régulier. Voilà, je vous remercie.